Veillée numéro 14 des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marina Doucerin. Les maîtres sonneurs de George Sand. Veillée numéro 14. Je ne vous ferai point le récit de chaque jour que nous passâmes en la forêt. Ils furent d'abord peu différents les uns des autres. Joseph allait de mieux en mieux, et Thérence voulait qu'on le maintînt dans ses espérances, s'associant toutefois à la résolution que Brulette avait prise de ne point l'encourager à expliquer ses sentiments. La chose n'était guère malaisée à obtenir, car Joseph s'était juré à lui-même de ne rien dire, avant le moment où il se croirait digne d'attention. Et il eût fallu que Brulette fût provocante avec lui pour lui arracher un mot d'amourette. Pour surplus de précaution, elle s'arrangea de manière à n'être jamais seule avec lui. Elle retint si bien Thérence à son côté, que Thérence en vient bientôt à comprendre qu'on ne la trompait point, et qu'on souhaitait même lui laisser gouverner la santé et l'esprit du malade en toutes choses. Ces trois jeunes gens ne s'ennuyaient pas ensemble. Thérence causait toujours pour Joseph, et Brulette, m'ayant fait acheter un mouchoir de mousseline blanche, se mit à le festonner et à le broder, pour en faire offre à Thérence. Car elle y était adroite, et c'était merveille de voir une fille de campagne faire des ouvrages si fins et si beaux, comme elle les faisait. Elle affichait même devant Joseph de n'aimer plus la couture et le soin des nippes, afin de se dispenser de travailler pour lui, et de le forcer à remercier Thérence, qui s'y employait si bien. Mais voyez un peu comme on est ingrat, quand on s'est laissé déranger l'esprit par une femelle. Joseph ne regardait quasiment point les doigts de Thérence, usés à son service. Il avait toujours les yeux sur les mains douces de Brulette. Et on eût dit qu'à l'avoir tiré son aiguille, il comptait chaque point comme un moment de son bonheur. Je m'étonnais comment l'amour pouvait ainsi remplir son esprit et occuper tout son temps, sans qu'il songeât seulement à faire quelque ouvrage de ses mains. Quant à moi, j'eus beau essayer de peler de l'osier et de faire des paniers, ou, avec des pailles de seigle, des tresses pour les chapeaux, je ne fus point là 2 fois 24 heures sans avoir un si gros ennui que j'en étais malade. Le dimanche est un beau jour, parce qu'il vous repose de 6 jours de fatigue. Mais 7 dimanches par semaine, c'est trop pour un homme habitué à faire service de ses membres. Je ne m'en serais point aperçu si l'une de ces belles eût voulu faire attention à moi. Mêmement, la blanche Thérence, avec ses grands yeux, un peu enfoncés, et son signe noir auprès de la bouche, m'aurait bien lapé sur la tête, si elle l'eût souhaité. Mais elle n'était point d'une humeur à se laisser détourner de son idée. Elle causait peu, riait encore moins, et si l'on essayait le moindre badinage, elle vous regardait d'un air si étonné qu'elle vous ôtait la hardiesse de lui en donner l'explication. Si bien qu'après avoir passé 2 jours à fafioter avec ces 3 personnes tranquilles, autour des loges, ou à m'asseoir avec elles de place en place dans la forêt, m'étant bien assuré que Brulette était aussi en sûreté en ce pays que dans le nôtre, je commençai à chercher de l'occupation, et j'offris au grand bûcheux de l'aider à sa tâche. Il m'y reçut bien, et je commençai à me divertir en sa compagnie. Mais quand je lui dis que je ne voulais point être payé, et que je bûchais à seule fin de me désennuyer en travaillant, il ne fut plus retenu par son bon cœur qui lui aurait fait excuser mes fautes, et commença de me montrer qu'il n'y avait point d'homme plus mal patient que lui, en fait d'ouvrage. Comme je n'étais point là dans mon métier, et ne savais pas bien me servir des outils, je le fâchai par la moindre maladresse, et je vis bien qu'il se faisait tant de violence pour ne point me traiter d'imbécile et de lourdeau, que les yeux lui en sortaient de la tête et que la sueur lui en découlait du front.
Ne voulant point avoir des mots avec un homme si bon et si agréable en toute autre chose, je m'employai avec les scieurs de long, et je m'en acquittai à leur contentement. Mais là, je connus bien que l'ouvrage est triste et lourd, quand ce n'est qu'un exercice de notre corps, et qu'il ne s'y joint pas l'idée d'un profit pour soi-même ou pour les siens. Brulette me dit le 4e jour, « Tiennet, je vois que tu as de l'ennui, et je ne te cache pas que j'en ai aussi ma bonne part, mais c'est demain dimanche, et il nous faut inventer quelques réjouissances. Je sais que les gens de la forêt se réunissent dans un bel endroit, où le grand bûcheux les fait danser. Eh bien, il nous faut acheter du vin et quelques victuailles, pour leur donner un plus beau dimanche que de coutume, et faire honneur à notre pays chez ces étrangers. » Je fis comme Brulette me commandait, et, le lendemain, nous étions sur un bel herbage, avec tous les évriers de la forêt, et plusieurs filles et femmes des environs, que Thérence avait invitées pour la danse. Le grand bûcheux cornemusait. Sa fille, superbe en son attifage bourbonné, était grandement fêtée, sans se départir de son air sérieux. José, tout enivré des grâces de Brulette, qui n'avait point oublié d'apporter de chez nous un peu de toilette, et qui charmait tous les yeux par sa bonne mine et ses jolis airs, la regardait danser. Je me démenai à régaler tout le monde de mes rafraîchissements, et comme je tenais à bien faire les choses, je n'y avais rien épargné. Il m'en coûta bien 3 bons écus de ma poche, mais je n'y ai jamais eu regret, tant on se montra sensible à mes honnêtetés. À l'heure de la vesprée, tout allait au mieux, et chacun disait que, de mémoire d'homme, les gens des bois ne s'étaient si bien divertis entre eux. Il y vint même un frère quêteur, qui était de passage, et qui, sous prétexte de mendier pour son couvent, remplit fort bien son estomac, et buvait aussi rude que bûcheux ou fendeux qu'il y eût. Ce qui beaucoup me divertissait, encore que ce fût à mes dépens, car c'était la première fois que je voyais boire un carme, et j'avais toujours ouï dire que, pour lever le coude, c'étaient les premiers hommes de la chrétienté. J'étais en train de lui remplir sa tasse, m'ébahissant de ne le pouvoir saouler de boire, quand il se fit dans la danse un grand dérangement et un grand vacarme. Je sortis de la ramée que je m'étais bâtie, et où je recevais le monde altéré, pour regarder ce que c'était, et vis une bande de 300, peut-être 400 mulets qui suivaient un clairin, lequel s'était mis en tête de traverser l'assemblée, et qui, repoussé d'un chacun à beaucoup de pieds et de triques, s'en allait épeuré, sautant de droite et de gauche, en sorte que les mulets, qui sont animaux têtus et très durs de leurs os, accoutumés de trancher où le clairin tranchait, avaient pris leur passage en les danseurs, s'embarrassant peu qu'on leur bâtît en grange sur les reins, bousculant tout le monde, et allant devant eux comme ils eussent fait en un champ de chardon. Ces bêtes n'allaient pas assez vite, chargées qu'elles étaient, pour qu'on n'eût point le temps de s'en garer. Il n'y eut donc personne de foulé ni de blessé, seulement beaucoup de garçons, qui étaient échauffés à la danse, impatientés d'être interrompus dans leur plaisir, tapaient et juraient fort, au point que la chose était divertissante à voir, et que le grand bûcheux s'arrêta de sonner pour se tenir le ventre à force de rire. Mais, connaissant l'air de musique qui rassemble les mules, et que je connaissais aussi pour l'avoir ouï en la forêt de Saint-Chartier, le père Bastien sonna en la propre manière qu'il fallait, et tout aussitôt, le clairin et ses suivants, accourant autour de la piotte où il était monté, il se mit à rire de plus belle, d'avoir, au lieu d'une brave compagnie endimanchée, une troupe de bêtes noires à faire danser. Cependant Brulette, qui, au milieu de la confusion, s'était retirée à côté de moi et de Joseph,
paraissait angoissé et ne riait que du bout des dents. « Qu'as-tu » lui dis-je. « C'est peut-être notre ami Huriel qui repasse par ici et qui va venir danser avec toi. »« Non, non, » répondit-elle. « Thérence, qui connaît bien les mules de son frère, dit qu'il n'y en a pas une seule à lui dans cette bande. Mais d'ailleurs, ce n'est point là son cheval, ni ses chiens. Or, j'ai peur de tous les muletiers, hormis Huriel, et j'ai envie que nous nous retirions d'ici. » Et comme elle disait cela, nous vîmes une vingtaine de muletiers, qui débouchaient du bois environnant, et venaient pour écarter leurs bêtes et regarder la danse. Je rassurai Brulette, car en plein jour et à la vue de tant de monde, je ne craignais point d'embûche, et je me sentais bon pour la défendre. Seulement, je lui dis de ne point s'écarter de moi, et retourner à ma ramée, dont je voyais les muletiers s'approcher avec peu de façon. Et comme ils criaient « À boire! À boire !» comme gens qui se croient au cabaret, je leur fis observer honnêtement que je ne vendais point le vin, et que s'ils le voulaient honnêtement requérir, je serais content de leur donner le coup de veste. « C'est donc une noce, » dit le plus grand de tous, que je reconnus alors à son poil rouge, pour le chef de ceux dont nous avions fait si mauvaise rencontre au bois de la Roche. « Noce ou non, lui dis-je, c'est moi qui régale, et c'est de bon cœur envers qui me plaît, mais... » Il ne me laissa pas achever et répondit. « Nous n'avons pas droit ici, mais vous y êtes maître. Merci pour vos bonnes intentions, mais nous ne nous connaissez point, et devez garder votre vin pour vos amis. » Il dit quelques mots aux autres dans son patois, et les emmena à l'écart, où ils s'assirent par terre et firent leur souper très sagement, tandis que le grand bûcheux alla leur parler, et marqua beaucoup d'égards à leur chef, le grand rouge, qui s'appelait Archinia, et passait pour un homme juste, autant que peut l'être un muletier. Comme, au reste, ces gens étaient aussi considérés que d'autres par ceux de la forêt, nous nous gardâmes, Brulette et moi, de dire à personne qu'ils nous répugnaient. Et elle retourna à la danse sans plus de crainte, car, sauf le chef, nous n'avions reconnu parmi eux aucun de ceux qui avaient manqué de nous faire un si mauvais parti durant notre voyage. Et, en fin de compte, ce chef nous avait sauvés du méchant vouloir de ses compagnons. Plusieurs de ceux qui étaient là savaient cornemuser, non pas comme le grand bûcheux, qui n'avait pas son pareil dans le monde, et qui eût fait sauter les pierres et batifoler les chênes de la forêt, s'il l'eût souhaité, mais beaucoup mieux que Carnat et son garçon. Si bien que la musette changea de main, et arriva en celle du muletier chef, que je vous ai nommé Archinia, tandis que le grand bûcheux, qui avait le cœur et le corps encore jeunes, prit le plaisir de faire danser sa fille, dont, à bon droit, il était aussi fier que, chez nous, le père Brûlé de la sienne. Mais comme il criait à Brulette de venir lui faire vis-à-vis, un vilain diable, sortant je ne sais d'où, se présenta et la voulut prendre par la main. Encore qu'il commençât de faire nuit, Brulette le reconnut tout d'abord pour celui qui, au bois de la Roche, avait menacé le plus, et même proposé d'assassiner ses deux défenseurs et de les enterrer sous quelque arbre qui n'en dirait mot. La peur et l'aversion lui firent refuser bien vite et se serrer contre moi, qui, ayant épuisé mes provisions, me rendais à la danse avec elle. « Cette fille m'a promis la danse, dis-je au muletier qui s'y entêtait. Laissez-nous, et cherchez-en une autre. C'est bien, dit-il, mais quand elle aura balé cette bourrée avec vous, ce sera mon tour. Non, dit Brulette vivement, j'aimerais mieux ne baler de ma vie. C'est ce que nous verrons, dit-il, et il nous suivit à la danse, où il se tint derrière nous, nous critiquant, je pense, en son langage, et lâchant, à chaque fois que Brulette repassait devant lui,
des paroles que ses mauvais yeux me faisaient juger insolentes. « Attends que j'ai fini, lui dis-je en le heurtant au passage. Je te baillerai ton compte en un langage que ton dos saura bien entendre. Mais, quand la bourrée fut finie, j'eus beau le chercher, il s'était si bien caché que je ne pus mettre la main dessus. Brulette, voyant comme il était lâche, cessa de le craindre et dansa avec d'autres, qui, tous bien joliment, lui faisaient hommage. Mais, en un moment où je n'avais plus les yeux sur elle, ce coquin la vint prendre au milieu d'une bande d'autres fillettes, l'attira de force au milieu du bal, et profitant de la nuit, qui empêchait de voir la résistance de Brulette, il la voulut embrasser. En ce moment, j'accourais, ne voyant pas bien, et m'imaginant d'entendre Brulette m'appeler, mais je n'eus point le temps de lui faire justice moi-même, car, devant que cette laide figure encharbonnée eût touché la sienne, l'homme reçut au chagnon du cou une si jolie empoignade que les yeux durent lui en grossir comme ceux d'un rat pris au pilon. Brulette, croyant que ce secours lui venait de moi, se jeta vitement aux bras de son défenseur, et bien étonné fut de se trouver dans ceux d'Huriel. Je voulus profiter de ce que notre ami était embarrassé de ses mains pour empoigner à mon tour le méchant coquin. Et je lui aurais payé tout ce que je lui devais si le monde ne se fût mis entre nous. Et comme cet homme nous accagnait de sottises, nous traitant de lâches, pour nous être mis deux contre lui, la musique s'arrêta. On se rassembla sur le lieu de la querelle, et le grand bûcheux vint avec le grand Archignat, l'un défendant au muletier, l'autre bûcheux et fendeux, de prendre parti avant que l'affaire fût éclaircie. Malzac, c'était le nom de notre ennemi, et il avait une langue aussi mauvaise que celle d'un aspic, porta sa plainte le premier, prétendit qu'il avait honnêtement invité la berrichonne, qu'en l'embrassant, il n'avait fait qu'user du droit et de la coutume de la bourrée, et que deux galants de cette fille, à savoir Huriel et moi, l'avions prise en traître et mauvaisement frappée. « Le fait est faux, répondis-je, et c'est à mon grand regret que je n'ai point roué de coups celui qui vous parle. Mais la vérité est que je suis arrivé trop tard pour le prendre soit en franchise, soit en trahison, et qu'on m'a retenu la main au moment que j'allais cogner. Je vous dis la chose comme elle est, mais lâchez-moi, et je ne le ferai point mentir. » « Et quant à moi, dit Huriel, je l'ai pris au collet, comme on prend un lièvre, mais sans le frapper. Et ce n'est pas ma faute si ses habits n'ont pas garanti sa peau. Mais je lui dois une meilleure leçon, et ne suis venu ici ce soir que pour en trouver l'occasion. Or donc, je demande à maître Archignat, mon chef, ainsi qu'à maître Bastien, mon père, d'être entendus sur l'heure ou après la fête, et de me faire justice, si mon droit est reconnu bon. Là-dessus arriva le frère Capucin, qui voulut prêcher la paix chrétienne. Mais il avait trop fêté le vin bourbonnais pour mener bien subtilement sa langue, et il ne put se faire entendre dans le bruit. « Silence !» cria le grand bûcheux, d'une voix qui eût couvert le tonnerre du ciel. « Écartez-vous tous, et laissez-nous régler nos affaires. Vous pouvez écouter, mais non point prendre voix à ce chapitre. Ici, tous les muletiers, pour Malzac et Huriel. Ici, moi et les anciens de la forêt, servant de parrain et juge à ce garçon du Berry. Parle, Tiennet, et porte ta plainte. Quelle raison avais-tu d'en vouloir à ce muletier? Si c'est pour avoir tenté d'embrasser ta payse à la danse, je sais que c'est la coutume en ton endroit comme chez nous. Ça ne suffirait donc pas pour avoir eu même l'intention de frapper un homme. Dis-nous le sujet de ton dépit contre lui. C'est par là qu'il faut commencer. Je ne me fis point prier pour parler. Et malgré que l'assemblée des muletiers et des anciens me causa un peu de trouble,
Je sus assez bien dérouiller ma langue pour raconter comme il faut l'histoire du bois de la Roche et invoquer le témoignage du chef Archinia lui-même, à qui je rendis justice, peut-être un peu meilleur qu'il ne l'a mérité. Mais je voyais bien que je ne devais point jeter de blâme sur lui, pour me l'avoir favorable, et je lui montrai en cela que les berrichons ne sont pas plus sots que d'autres, ni plus aisés à mettre dans leur tort. Tous les assistants qui, déjà, faisaient bonne estime de Brulette et de moi, réprouvèrent la conduite de Malzac. Mais le grand bûcheux réclama encore le silence, et s'adressant à maître Archinia, lui demanda s'il y avait du faux dans mon rapport. Ce grand compère rouge était un homme fin et prudent. Il avait la figure aussi blanche qu'un linge, et, quelque dépit qu'on lui pût causer, il ne paraissait pas avoir une goutte de sang de plus ou de moins dans le corps. Ses yeux vairons étaient assez doux et n'annonçaient point la fausseté, mais sa bouche, qui était cachée à moitié sous sa barbe de renard, souriait de temps en temps d'un air sot qui cachait mal un bon fond de malice. Il n'aimait point Huriel, mais il faisait tout comme, et il passait pour se conduire en homme juste. Au fond, c'était le plus grand pillard qu'il y eût, et sa conscience mettait les intérêts de sa confrérie au-dessus de tout. On l'avait pris pour chef à cause de la froideur de son sang, qui lui permettait d'opérer par la ruse, et par là d'éviter à sa bande les querelles, voire les procédures, où il paraissait pour être aussi clair qu'un procureur. Il ne répondit rien à la question du grand bûcheux, et on eût si dire si c'était bêtise ou prudence, car tant plus il avait l'esprit éveillé, tant plus il se donnait l'air d'un homme endormi, qui rêvasse en lui-même, et n'entend point ce qu'on lui demande. Il se contenta de faire un signe à Huriel, comme pour lui demander si le témoignage qu'il allait faire serait conforme au sien. Mais Huriel, qui, sans être sournois, était aussi bien avisé que lui, répondit. « Maître, vous avez été convoqué comme témoin par ce garçon. S'il vous plaît de lui donner raison, je n'ai pas à vous confirmer dans la vérité de vos paroles. Et s'il vous convient de lui donner tort, les coutumes de ma confrérie me défendent de vous porter un démenti. Personne ici n'a rien à voir dans nos affaires. Et si Malzac a été blâmable, je sais d'avance que vous l'aurez blâmé. Mais il s'agit pour moi d'une autre affaire. Dans la question que nous avons eue ensemble devant vous au bois de la Roche, et dont je ne suis point appelé à dire le motif, Malzac m'a, par 3 fois, dit que je mentais, et menacé personnellement. Je ne sais si vous y avez fait attention, mais je le déclare par serment, et comme je m'en trouve offensé et déshonoré, je réclame le droit de bataille, selon la coutume de notre ordre. Archinia consulta tout bas les autres muletiers, et il paraît que tous approuvèrent Huriel, car ils se formèrent en rond, et le chef dit un seul mot. « Allez !» Sur quoi Malzac et Huriel se mirent en présence. Je voulais m'y opposer, disant que c'était à moi de venger ma cousine, et que la plainte que j'avais portée était d'une plus grande conséquence que celle d'Huriel. Mais Archinia me repoussa en disant « Si Huriel est battu, tu te présenteras après lui. Mais si c'est Malzac qui a le dessous, il faudra bien que tu te contentes de ce que tu auras vu faire. »« Que les femmes se retirent !» cria le grand bûcheux. « Elles sont de trop ici. » En disant cela, il était pâle, mais il ne reculait point devant le danger que son fils pouvait courir. « Qu'elles se retirent si elles veulent, » dit Thérence qui était aussi pâle, mais aussi ferme que lui. « Moi, je dois être là pour mon frère, s'il y a du sang à arrêter. » Brulette, plus morte que vive, suppliait Huriel et moi de ne pas donner suite à la querelle, mais il était trop tard pour l'écouter.
Je la confiai à Joseph, qui l'emmena à distance, et, posant ma veste, je me tins prêt à venger Huriel, s'il avait le dessous. Je ne savais point quel serait le combat, et je regardais bien, pour n'être pas pris au dépourvu quand mon tour viendrait. On avait allumé 2 torchères de résine et mesuré, avec des pas, la place dont les 2 combattants ne devaient point sortir. On leur donna à chacun un bâton de courza, noueux et court, et le grand bûcheux assista maître Archinia dans toutes ses préparations, avec une tranquillité qu'il n'avait guère dans le cœur, et qui faisait de la peine à voir. Malzac, petit et maigre, n'était pas aussi fort qu'Huriel, mais il était plus vif de ses mouvements et connaissait mieux la bataille, car Huriel, encore qu'adroit au bâton, était d'un naturel si bon qu'il avait eu bien peu souvent l'occasion de s'en servir. Voilà ce qu'il me fut dit pendant qu'il commençait à se tâter, et j'avoue que le cœur me battait fort, autant de crainte pour Huriel que de colère contre son ennemi. Pendant 2 ou 3 minutes, qui me parurent des heures d'horloge, aucun coup ne porta, étant bien paré de part et d'autre. Enfin, on commença à entendre que le bois ne frappait plus toujours le bois, et le bruit sourd que faisaient ces bâtons sur les corps qu'ils rencontraient me donnait chaque fois comme une sueur froide. Dans notre pays, on ne se bat jamais comme cela, dans les règles, avec d'autres armes que les poignets. Et je confesse que je n'avais pas l'esprit endurci à l'idée des têtes fendues et des mâchoires brisées. Jamais temps ne m'a paru plus long et souffrance pire que dans cette occasion-là. À voir Malzac si adroit, je tremblais de peur pour moi aussi peut-être, mais en même temps j'avais tant de rage de ne pouvoir m'en mêler que, si on ne m'eût retenu, je me serais jeté au milieu. La chose me faisait dégoût, malice et pitié, et pourtant j'ouvrais la bouche et les yeux pour n'en rien perdre, car le vent secouait les torches, et, par moments, on ne voyait quasi plus rien qu'un moulinet blanchâtre autour des batailleurs. Mais voilà que l'un des 2 fit entendre un soupir, comme celui d'un arbre cassé en 2 par un coup de vent, et roula dans la poussière. Lequel était-ce? Je ne voyais plus. J'avais des orblutes dans les yeux. Mais j'entendis la voix de Thérence qui disait « Dieu soit béni! Mon frère a gagné !» Je recommençai à voir clair. Huriel était debout et attendait, en franc compagnon, que l'autre se relevât, sans pourtant l'approcher, dans la crainte d'une trahison dont il le savait bien capable. Mais Malzac ne se releva point, et Archinia, faisant défense à personne de bouger, l'appela par 3 fois. Il n'eut point de réponse et s'avança jusqu'à lui, disant « Malzac, c'est moi, ne touchez point. » Malzac ne parut pas en avoir grande envie, car il se mut non plus qu'une pierre, et le chef, se penchant vers lui, le toucha, le regarda, et, appelant par leur nom 2 muletiers, leur dit « C'est parti perdu pour lui, faites ce qui est à faire. » Aussitôt, ils le prirent par les pieds et la tête, et s'en allèrent, toujours courant, suivis des autres muletiers, qui s'enfoncèrent dans la forêt, défendant à tout ce qui n'était pas de leur bande de s'enquérir du résultat de l'affaire. Maître Archinia les suivit le dernier, après avoir parlé dans l'oreille du grand bûcheux, qui lui répondit seulement « Ça suffit. Adieu. » Thérence était attachée à son frère, et lui essuyait la sueur de la figure avec son mouchoir, lui demandant s'il était blessé, et le voulant retenir pour l'examiner. Mais il lui parla aussi dans l'oreille, et au premier mot elle lui répondit « Oui, oui, adieu. » Alors Huriel prit le bras de maître Archinia, et tous 2 disparurent aussitôt dans l'ombre.
car, du pied, en se sauvant, ils renversèrent les torches, et je me sentis comme quand, d'un mauvais rêve tout plein de bruit et de clarté, on s'éveille dans le silence et l'épaisseur de la nuit. Fin de la veillée numéro 14. Enregistrée par Marina Doucerin.